Bonjour à tous et bienvenue sur Check, un podcast où on rencontre des gens ordinaires au parcours extraordinaire. Et aujourd'hui, on rencontre un sportif d'élite, Laurent Jolia. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bah oui, alors bonjour à tous, je m'appelle Laurent Jolia, je fais du badminton. Actuellement j'ai 21 ans, je suis à l'équipe Suisse Élite à Berne et je m'entraîne environ 20-24 heures par semaine selon les semaines. Trop bien, merci beaucoup. Alors, débutons directement. Pourquoi as-tu commencé et quand as-tu commencé le badminton? Alors c'est tout bête, hein, c'est toujours un peu les coups du destin. Ma voisine, c'était la présidente du club de Courant-de-Lin, là où mes parents habitent. Et du coup elle a dit une fois à mes parents, ouais, il faudrait qu'ils viennent essayer avec mon grand frère Adrien. Et on est allé, on a essayé, ça nous a plu à les deux. Et puis j'ai continué. Ok, et c'est à partir de quand que tu t'es vraiment, disons, spécialisé dans le badminton? Ben, c'était, il y avait 3 entraînements par semaine au club. Ouais. Puis c'est le moment, on va dire, où les entraînements de badminton chevauchaient sur les entraînements des autres sports. Et du coup, je me suis dit, full badminton et puis go. Est-ce que tu avais des prédispositions en badminton pour avoir choisi ce sport? Non, honnêtement, je pense pas. Je pense que, on va dire que j'étais jamais le plus mauvais du groupe, quoi. Mais je pense pas appeler ça des prédispositions parce que quand je regarde, par exemple, il y en a un qui est dans le top 10 mondial, il est plus jeune que moi. Lui, je dirais qu'il a un peu des prédispositions, quoi, à 20 ans être dans le top 10. Ah ouais, purée, c'est impressionnant. Mais moi, pour ma part, je pense pas que j'en avais spécialement. Ok. Et est-ce que déjà jeune, tu avais cette envie de devenir professionnel? Non, alors pour moi, être professionnel, pour moi, c'était quasiment impossible. Enfin, c'est un petit sport, il n'y a pas beaucoup d'argent dedans. Et c'est le moment où j'ai vu que c'était possible de gagner assez d'argent pour être professionnel, donc juste vivre, subvenir à mes besoins en quelque sorte et payer mes compétitions. C'est là où je me suis dit, ok, go, je peux devenir professionnel. Ok. Et quelles ont été un peu toutes ces étapes qui t'ont amené à justement te dire, ah là, je pourrais devenir professionnel? En vrai, ça passe par plusieurs petites étapes. La première étape, c'est trouver un parrain avec l'aide sportive. C'est une fondation où, où le but, c'est d'aider les sportifs depuis junior à élite. Et là, en junior, par exemple, il y a le McDonald's de Delémont qui me sponsorisait. Oui. Donc, c'était la première grosse rentrée d'argent que j'avais. Enfin, grosse, entre parenthèses. Après, l'étape d'après, c'est jouer en Ligue nationale A. C'est la ligue qui est payée au badminton, donc c'est la ligue professionnelle, si on peut dire ça comme ça, où tu as des contrats et des salaires. Et après, l'étape d'après, c'était pouvoir intégrer l'armée en tant que sportif d'élite, où ça, ils aident après les sportifs, même après l'école de recrue, on touche des subventions nos cours de répétition, en gros, c'est comme une forme de subvention pour notre sport. Et après, la dernière étape, c'était faire des assez bons résultats en junior pour après décrocher la Cartus olympique bronze, ça s'appelle. Oui. Où là, c'est aussi un soutien de l'aide sportive, comme j'avais énoncé au début, mais qui est beaucoup plus important que si on est junior. Toutes ces étapes ont impliqué que tu es parti du Jura très jeune. Oui, exactement. Pour avoir le niveau Liga, par exemple, c'était un des premiers steps vers devenir pro, on va dire. Il faut quand même s'entraîner avec des joueurs qui jouent minimum Liga, par exemple. Tu vas pas t'entraîner avec des joueurs de ligue régionale et après avoir l'ambition de jouer en Liga, ça fonctionne pas. Bien sûr. Et du coup, comme au Jura, il n'y a pas énormément, la densité de joueurs est très faible. J'ai dû partir très tôt pour pouvoir continuer. Et est-ce que pour toi, ça a été difficile de partir du Jura, justement? Non, pas forcément, parce que on va dire que j'ai toujours eu un cadre familial très très stable. Ils ont toujours été présents pour moi, donc même si j'étais pas là, ils étaient là pour moi. Donc j'ai pas eu un manque de la famille, par exemple. Au niveau des amis, comme je vivais un quotidien un peu différent des autres jeunes de mon âge, c'est un peu triste à dire, mais j'avais pas énormément d'amis que je devais laisser, qui rendraient malheureux de plus les voir. Du coup, ça a été pas forcément très compliqué. Ok, je vois. Et après, j'imagine que maintenant tu t'entraînes quand même toujours avec, disons, plein de gens. Enfin, en sportif d'élite, j'imagine que vous êtes plusieurs dans ton équipe. Ouais.
Et est-ce qu'il y a quand même toujours un esprit de compétition qui est omniprésent ou bien vous avez quand même un peu créé des liens et vous êtes, disons, amis Ouais, entre vous? alors, ce qu'il y a, c'est que c'est compliqué parce que c'est un peu comme des collègues de travail, tu vois. Mhm. Et bah, tu peux être dans une bonne équipe, l'entente est super au travail et c'est trop cool. Mais là, toujours ce truc où, au final, on sait que, bah, par exemple, pour les JO, il y a une place. Donc, on est peut-être six à s'entraîner tous les jours hyper dur pour pouvoir décrocher ce rêve d'aller aux JO. Ouais. Mais il n'y en aura qu'un qui ira. Donc, il y a toujours un peu, même si en soi tout le monde est sympa et ouais, ouais, très gentil, il y a toujours ce petit truc de ok, je dois quand même être meilleur que lui, quoi. Bien sûr. Et est-ce que toi, cet esprit de compétition, justement, il t'aide à performer et à t'améliorer? Ouais, ben moi concrètement, j'adore ça. J'aime pas trop avoir des gens au-dessus de moi. Mhm. Du coup, c'est aussi pour ça que les coachs ils m'ont pris en équipe Suisse Elite. C'est parce qu'ils voulaient que j'amène justement ce truc de compétition dans l'équipe. Mhm. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me motive pour m'améliorer et devenir meilleur qu'eux, quoi. Mhm. Avant de passer à ta journée type, je voulais juste savoir, est-ce que tu as eu des sélections pour aller en équipe suisse ou c'est vraiment par rapport à tes résultats? C'est par rapport aux résultats de tout, en gros. Enfin, Mhm. ils te suivent depuis junior, parce qu'il y a le premier step, c'est l'équipe Suisse junior. Ouais. Puis après, il y a souvent la transition où on finit le gymnase, enfin le lycée ici. Mhm. Et c'est souvent là que les jeunes ils arrêtent. Et dans cette période où tu as fini l'équipe Suisse junior et tu es encore au gymnase, ben c'est là où c'est important de toujours bien s'entraîner, de faire des bons résultats, etc. Et puis de montrer que ben, on a le niveau pour après aller intégrer l'équipe Suisse élite. Ouais, ok. Ouais, donc ça passe par... Ouais, il faut toujours être au top, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et les coachs, il n'y a pas un critère fixe. En mode, tu dois réussir Ouais. ça. Mais ils vont regarder, enfin, ils vont te faire venir plusieurs fois au centre national, déjà en tant que junior. Mhm. Puis après, ils vont regarder comment tu joues, comment tu t'es développé les dernières années, etc. Puis après, ils vont évaluer si tu as le potentiel ou pas. Et toi, c'est à partir de quel âge que tu as intégré l'équipe suisse? Bah, déjà junior. Junior, c'était à 9 ans. Ah ouais, donc tu as été très rapidement en équipe suisse. Et tu Ouais, l'as jamais quitté, tu as toujours été dedans ouais, depuis 9 ans. toujours été dans les cadres principaux. Ok, incroyable. Ouais. Et du coup, quelle est ta journée type de sportif? Alors, ma journée type, elle a rien d'extraordinaire. Je me lève à, on va dire, 7h30 le matin. Mhm. Après, bon, je prends un petit déjeuner toujours hyper sain, on va dire. Je vais à l'entraînement pour 8h30. 8h30, l'entraînement il commence. Je commence par 2h30 de badminton. Oui. Ensuite, du coup, on termine à 11h, 11h30 avec le stretching. Ensuite, je fais mon repas à midi, je rentre chez moi. Du lundi au mercredi, maintenant, j'ai l'uni l'après-midi. Ouais. Donc, je vais à l'uni, on va dire de 1h à 4h environ. Et après, ben, je rentre chez moi, je fais mon fit. Donc, j'ai un deuxième entraînement la journée le soir. Donc, c'est soit fitness, Ouais. soit badminton. Ok. Et après, ben, le soir, je me fais à manger, je vais au lit avant 22h si possible. Ok. Et justement, maintenant que tu as commencé les cours, est-ce que tu arrives à gérer cours, entraînement? Ouais, alors franchement, c'est pas simple parce que je fais en allemand. Ouais, en Comme plus. tu vois, c'est pas ma langue maternelle, l'allemand. Du coup, ça rajoute un peu un travail. Mais je fais un très bas pourcentage. De base, je voulais faire 50%. Après, j'ai vu que c'était pas réalisable parce que, ben, concrètement, je peux aller max 3 demi-journées par semaine à l'uni. Ouais. Puis c'est max. Par exemple, j'ai déjà abandonné le droit parce qu'il faisait pas de podcast. Et en étant des 2 semaines, 3 semaines, un mois pas là, c'est impossible de faire le cours en allemand sans podcast, donc sans review du Ouais. cours. Ça aurait été impossible, donc j'ai déjà diminué. Et là, je suis à 20% environ. Mhm. Donc c'est faisable, quoi. Ok. Et puis justement, tu parles de l'étranger. Tu as environ combien de semaines à l'étranger par année? Ben, en gros, on fait, je pense, en moyenne 12 à 15 compétitions internationales par année. Mhm. Donc, on va compter une semaine par compétition. Donc, ça fait 15 semaines où je suis à l'étranger, sans compter les camps d'entraînement ou les fois où je vais jouer juste une journée en France, par exemple, pour les interclubs. Ok. Et comment ça se passe quand tu arrives sur un tournoi à l'étranger? Vous arrivez quand même quelques jours avant pour s'adapter Ouais, selon la longueur du trajet, donc si on va sur un autre continent, par exemple, Mhm.
Bah là, on aime bien, enfin, en tout cas, moi, j'aime bien arriver 1, 2 jours avant. Parce que, ben, il y a des fois le décalage horaire, on a des fois des longs vols, 20 heures de vol où t'es assis. C'est pas idéal pour la circulation et les jambes. Après, t'as un peu les jambes lourdes. Ouais. Donc, on arrive sur place, on fait, bon, souvent, on prend l'hôtel, on fait un décrassage, on appelle ça. Donc, c'est juste activer le corps, essayer de se remettre en jambes après un long trajet. Après, on a toujours une journée d'entraînement ou deux. Mhm. Après, la compète commence. Ok. Et puis, enfin, j'imagine que ça entraîne aussi énormément de fatigue, tous ces déplacements, tous ces décalages horaires, etc. Et ça, comment est-ce que tu arrives à gérer un peu cette fatigue-là? Ouais, franchement, c'est assez lourd, surtout quand tu fais 2, 3 semaines à la suite sur le tour. Mhm. C'est quelque chose qui, c'est plus pour moi personnellement mentalement fatigant. Ouais. Parce que quand tu es chez toi, tu as ta petite routine, tes petites habitudes, et il y a tout qui est simple. On a un cadre de vie qui est idéal en Suisse, mais quand tu es à l'étranger et que tu fais juste hôtel, salle pendant 3 semaines, Ouais. c'est épuisant au final, mentalement. Est-ce que toute cette fatigue que tu accumules comme ça, est-ce que tu arrives à en parler avec les coachs pour peut-être réguler le taux d'entraînement ou bien quand tu es à l'étranger, peut-être adapter un peu ton échauffement ou enfin, je sais pas si tu peux faire des choses comme ça? Oui, alors ça c'est clair. J'ai de la chance d'avoir 2 à 3 coachs. Donc on a parmi ces coachs un préparateur physique qui s'occupe de toute la charge physique, on va dire. Mhm. Puis après, ben, c'est simplement une histoire de communication pour savoir si j'ai des petits bobos, s'il faut adapter ou si je me sens fatigué avant la compète, faire un peu plus léger ou des choses comme ça. Mais Mhm. c'est plus une question de communication. Puis si c'est dans un moment idéal pour faire de la pause, on fait de la pause. Puis si c'est un moment où c'est plus l'objectif d'être fatigué puis de pousser les limites, ben là, ils me diront non, pas de pause et retourne à l'entraînement et Ok. travaille. Du coup, des fois en tournoi, tu arrives déjà un peu fatigué et tu vas quand même à balle. Ouais, bah Ouais. ça arrive, mais en fait, on a toujours des blocs, tu vois. Ouais, ok. Selon l'agenda des compétitions, on a des blocs de charge où c'est vraiment build-up, on va charger, on va faire des grosses semaines, 20, 25. On n'aura pas d'entraînement plus court ou des choses comme ça. Mhm. Et après, le but, du coup, c'est d'arriver vraiment. Enfin, après, on a 10 loads. Donc, on va faire une semaine un peu plus légère, on va dire. 1 à 2 semaines plus légères pour récupérer du gros bloc d'entraînement et Ouais. être prêt pour la compétition. Après, on va arriver, du coup, pas normalement, si cette compétition l'objectif, on va arriver pas très fatigué à la fin. Reposé et bien préparé à la compétition. Ouais. Après, on fait la compète. Souvent, c'est 1, 2, 3 compètes. Et après, on a un bloc récup où c'est un peu plus léger. Et après, on va recommencer le build-up, la charge, deload, compète, etc. Est-ce que pour les tournois, l'agenda des tournois, est-ce que c'est toi qui le gères ou c'est tes coachs qui gèrent les tournois? C'est les coachs qui préparent le plan. Ouais. Et après, moi, j'ai un mot à dire dessus. Enfin, là, par exemple, j'ai un voyage en Amérique du Sud qui est prévu pour pour le mois de novembre. Ouais. Et comme j'ai été blessé au genou, bah, j'ai pas pu faire vraiment des blocs de charge de préparation très intenses. J'ai dû toujours diminuer l'intensité. Et du coup, ben là, on va encore discuter ensemble lundi prochain pour Mhm. voir si ça fait du sens d'arriver là-bas pas autant bien préparé que si je n'avais pas été blessé. Ok. Donc, j'ai toujours un mot à dire parce qu'au final, c'est moi qui tiens la raquette, c'est moi qui joue, c'est pas les coachs. Bien Donc, sûr. c'est important de donner son avis. Eh bien, parlons directement des blessures, puisque tu as un petit peu abordé le sujet. Qu'est-ce que tu as eu comme blessure? Alors, bon, j'ai eu 2, 3 déchirures musculaires, Mhm. mais enfin, le truc qui m'embête actuellement, c'est j'ai une inflammation au tendon rotulien ici du genou, où c'est juste quand tu as 20, 25 heures par semaine et que tu fais les mêmes mouvements à répétition, ça crée une usure des tendons et des articulations. Et comme je suis droitier, la jambe droite c'est ma jambe d'appui, bah, le genou il prend à chaque fois des grosses charges, on va dire. Ouais. Et avec le temps et la répétition, ça fait que maintenant c'est inflammé et je dois faire attention. Et là, donc, ça n'a pas à 100% remis? Non, c'est jamais, enfin, c'est Ah, un peu ok. chronique, on va dire. C'est une douleur chronique où
je joue avec, je m'entraîne avec. Mhm. Puis l'objectif, c'est de faire que la douleur, elle reste à un seuil de 1 à 3 sur 10 et que ça augmente Ok. pas. Puis si ça augmente, ben là, je devrais faire attention, diminuer l'intensité, etc. Oui. Puis pour que ça n'augmente pas, je fais beaucoup de renforcement, de physio, etc. pour que ça fonctionne. Et est-ce que, enfin, j'imagine que les blessures, ça peut avoir quand même des conséquences terribles parce que si t'es trop blessé, je pense qu'ils te mettent sur le carreau. Ouais. Et est-ce que ça, c'est pas un peu un stress quand même pour toi? Bah en fait, oui et non, parce qu'au final, bah, si on est blessé, on n'y peut rien, quoi. Enfin, si on a tout fait juste, on peut quand même se blesser, tu vois, c'est le sport. Donc oui, ça rajoute un stress. Et non, parce que ben, tout le monde peut se blesser, en gros. Ouais. Et du coup, ça veut pas dire que si toi tu le blesses, ben, ils vont forcément, toi, te mettre de côté, parce Ok. que ça peut arriver à un autre, tu vois. Bien Ici, sûr. ils mettent tout le monde directement sur le côté quand t'es blessé. Bah après, il restera plus personne parce que il y a beaucoup de sportifs qui se blessent, quoi. Évidemment. Et est-ce que quand t'es blessé, tu t'entraînes quand même avec les autres? Mais juste de manière un peu moins Oui et intense? non, ça dépend de la blessure et de ce que tu peux faire, en Ok. gros. Si, par exemple, moi, avec le genou, je pouvais faire que de la distribution, par exemple, où j'avais deux coins, puis je distribuais les autres qui faisaient sur tout le terrain, par exemple. Tu vois? Ok. Mais si tu as un gros truc en mode une opération, voilà, ça va être plus en individuel avec le coach parce que tu peux pas aider le groupe, quoi. Ok. Très bien. Parlons un petit peu des tournois quand même. Comment ça se passe un tournoi? Est-ce que tu as des rituels d'avant-match? Ouais, ben ça c'est important pour se mettre dans le bon mood, on va dire. Mhm. C'est en gros ce que j'ai remarqué aussi avec ces dernières années, c'est que c'est très important de justement d'avoir un rituel. C'est en gros quand tu es dans un match, c'est un état d'esprit où c'est différent de tous les jours. Tu vas trouver ça hyper simple et logique, mais tu vois, faut vraiment switcher son esprit de OK, c'est l'entraînement, c'est la routine à un match. Mhm. Parce que ben, le match, ça va être dur, ça va être un combat en gros. Et bah, si t'es pas prêt mentalement dans la tête à fournir cet effort, à fournir cette concentration, etc., ben tu vas pas autant bien jouer, quoi. Est-ce que tu peux nous décrypter quel est ton rituel à toi, Donc, précisément? ouais, pour moi, j'essaie d'arriver bien à 1h30, 2 heures à l'avance à la salle, ça dépend des matchs. Mhm. Le plus important, c'est ma petite visualisation du début. Donc, je fais une petite visualisation de moi en train de jouer et que ça se passe bien en gros. C'est comme si j'essayais de retrouver des bonnes sensations enfuies en moi. Mhm. Et ensuite, ben, je commence un peu mon échauffement. Donc, ça commence souvent par, enfin, tout le temps par juste une activation des articulations, etc. Mhm. Après, ben, je vais dans la partie un peu plus dure de l'échauffement où je fais monter enfin, je travaille les muscles, je fais monter le cardio. Une fois que je suis prêt après mon échauffement, bah, je vais au meeting point. Après, ils t'appellent Mhm. et tu go pour le match. Si je comprends bien, t'as pas forcément toujours accès à un terrain de badminton. Non, pas toujours. Ça dépend des compétitions et de comment l'organisateur a Ok. mis les terrains. Euh, S'il n'y a pas de terrain à disposition, c'est vraiment important de faire. J'aime bien faire du jonglage ou une activation cognitive avant mon match. Oui. Parce que ben, tu vois, quand tu as un volant, ben, c'est beaucoup de timing, de concentration, où taper le volant, quand défendre, etc. Ça va très rapidement. Mhm. Et c'est important d'être prêt dans la tête. Donc, ouais, c'est des adaptations de ton échauffement en fonction des conditions. Et est-ce que toi, ça te péjore un peu de pas avoir de terrain de badminton ou bien t'arrives à accepter ça et puis tu fais ton échauffement de la même manière? C'est vrai qu'au début, dans les premières compètes un peu élites que je faisais, et il n'y avait pas de terrain, j'étais un peu perturbé. Mhm. Parce que tu vois, à l'entraînement, j'étais vraiment dans ce cadre où ben, quand tu fais des matchs, tu as ton terrain, tu t'échauffes avant, sur le terrain, et après tu vas faire ton match d'entraînement, tu vois. En compète, quand il n'y avait pas de terrain, c'était pas du tout ça, du coup, j'étais un peu perturbé, on va dire. Mhm. Et maintenant, ben, j'ai trouvé un peu 2, 3 solutions quand je peux pas taper, et ça va aussi très bien. Ça fonctionne aussi très bien. Très bien. Après le match, t'as aussi une sorte de retour au calme? Retour au calme, ouais, mais ça se passe moins mentalement et plus physiquement, on va dire. C'est plus une question, ben, de faire son stretching
et de commencer sa récup pour être prêt pour le match d'après. Ok. Et est-ce qu'après chaque match, tu fais un peu une sorte d'auto-analyse de ta performance? Euh, Faudrait, honnêtement, mais je Oui. le fais pas après chaque match, pour Ok. être totalement sincère. Et est-ce que tu discutes quand même avec les coachs ou les coachs ne sont pas forcément toujours là? Si, j'ai toujours, enfin, on a un document Excel, on fait les feedbacks des compètes. Mhm. Où moi, je fais le feedback, après le coach, il fait le feedback, puis comme ça, ben, on a les points des deux parties, on va dire. Ouais. Et du coup, oui, ça arrive quasiment tout le temps, ça. Et même si j'imagine que tu aimerais toujours gagner, je pense qu'il y a forcément des fois où tu perds. Et comment tu gères la frustration de la défaite? Ben, en vrai, moi, j'ai de la chance parce que dans mon caractère, j'ai besoin de passer par la défaite pour après mettre les choses en place. Oui. C'est la même chose où quand j'étais petit, j'avais besoin de mettre la main sur la plaque pour voir que ça brûlait. Bah, Ok. c'est la même chose actuellement avec le bad où j'ai besoin de temps en temps de me prendre une grosse défaite pour Mhm. bah, réaliser que, ok, peut-être à l'entraînement, j'étais pas assez concentré ou peut-être que, je sais pas, avec l'uni, bah, j'ai délaissé deux, trois aspects importants de ma préparation ou des choses comme ça. Mhm. Puis comme ça, bah, ça me permet après de prendre du recul et mettre des choses en place pour continuer à m'améliorer. Ok. Et est-ce que tu ressens quand même encore de la pression avec tous les matchs que tu as déjà fait? Est-ce que ça Ouais, te met encore de la pression? bien sûr, ça c'est indéniable. Et tu vois, il y a des grands sportifs par exemple, où je pense à un basketteur notamment, où lui il devait vomir avant chaque match. C'était sa préparation en gros, Ouais, c'est son extrême quand rituel. même. Ouais, non, mais il y a tout qui est extrême chez les sportifs, mais Oui. pour dire que même chez les plus grands, t'as toujours ce stress et ouais, qui vient de tirailler, etc. Mhm. Après, c'est une question d'accepter ce stress puis essayer d'en faire quelque chose, tu vois. Bien sûr. Parce qu'on est humain et même si on vit des situations extrêmement stressantes tout le temps, il f- on ressent quand même le truc. C'est impossible de rien ressentir. Bien sûr. Ouais. Et j'avais une autre question par rapport au fait que justement tu viens de dire, je rebondis un peu sur cette phrase où tu dis que la vie de sportif est extrême. Est-ce que justement avec tous ces extrêmes, c'est-à-dire en termes sportifs, en termes de préparation, de fatigue, de gestion des blessures, enfin toutes ces gestions que tu dois avoir, est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner? Ben oui, clairement. En fait, c'est quelque chose où, ben, par exemple pour le badminton, ben là j'ai 21 ans actuellement. Mhm. Je suis en première de bachelor que je fais à 20%. Donc si tu regardes l'impact que le sport professionnel le sport professionnel a sur ma vie professionnelle plus tard, on va dire, Mhm. il est quand même énorme parce que moi j'ai des années de retard sur les gens de mon âge en quelque sorte. Et du coup, moi, quand ça marche pas, bah t'es en mode, bah, c'est quand même un grand sacrifice enfin, donner 2, 3 années d'avance à tous tes autres concurrents, on va dire, sur le futur marché de travail pour un truc où t'es même pas sûr, enfin, où ça peut échouer, quoi. Enfin, t'as pas de Ok. garantie de ces résultats au final. Ok, donc toi tu penses déjà plus à l'après plutôt qu'à vraiment ta carrière de sportif Bah, ou c'est bien? ça. En soi, non, ce que je veux dire par là, c'est que le plus grand sacrifice, en tout cas pour moi en tant que sportif suisse, Mhm. c'est le fait que ma formation professionnelle Ouais, soit impactée par ben, la pratique de mon sport. Parce que ouais, comme il y a des semaines où je suis à 20, 25 heures par semaine, bien sûr. c'est quasiment une journée de travail française, si je peux me permettre. Ouais, ouais. Du coup, ben, il reste vraiment plus autant de temps pour, euh, pour ben, les études. Mhm. Euh, et ce temps que je n'ai pas à étudier, c'est le temps que les autres ont à étudier qui font pas de sport. Ok, je Et comprends. du coup, ils ont de l'avance sur moi. Et ben, je pars avec un désavantage de ne pas avoir un bachelor à 26 ans comme la plupart des gens. Enfin, 24 plutôt. Bien sûr. Comment tu finances ta vie de sportif? Ouais, alors il y a, en tant que... Donc déjà, j'ai la chance d'habiter en Suisse et il y a un système d'aide aux sportifs suisse qui est très très bien développé, on va dire. Mhm. Et c'est plus ce système d'aide qui me permet de vivre du badminton que des gains que j'ai en pratiquant mon sport. Ok. Mhm. Donc en Suisse, il y a l'aide sportive suisse. Donc c'est une fondation où par exemple ils reçoivent un pourcentage de l'argent du loto par exemple, de Ouais, loterie romande. Ils ont des dons de gens qui ont beaucoup d'argent, etc. Puis après, ben, c'est une redistribution sur plusieurs sportifs, enfin sur l'ensemble des sportifs suisses, on va dire. ouais.
Et c'est catégorisé en différentes cartes, on va dire. Tu as la carte or, c'est vraiment le niveau olympique, ambition de podium olympique. Argent, c'est, je pense, que tu te qualifies aux Olympiques, tu es déjà dans les top 50 monde, on va dire. Mhm. Et après, tu as bronze, où c'est en gros tes résultats de junior. Donc moi, junior, j'étais dans le top 12 européen. Ouais. Et du coup, ben, le fait d'arriver, ben, d'être dans les 12 meilleurs européens, ça m'a permis du coup de décrocher ce soutien en gros, qui me finance mes années maintenant dans cette transition de junior à élite. Ok. Donc moi, je suis sous ce système de financement-là de la carte suisse olympique, bronze. Et ça, c'est une bonne partie de mon revenu. Ensuite, il y a l'armée pour sportifs d'élite à Macolin, Mhm. où j'ai fait mon école de recrue l'année passée. Et ça, en gros, ben, déjà, t'es payé quand t'es à l'école de recrue, quoi, donc c'est une source de revenus. Oui. Et en plus, il y a un système de soutien qui fait que tes cours de répétition, en gros, t'es pas obligé d'aller à l'armée, mais tant que tu t'entraînes, tu peux toucher les indemnités de l'armée. Ok. Et normalement, ben, par année, je pense que c'est 30 jours de cours de répète. Mhm. Nous, on a 130 jours. Ah oui. Donc ça, c'est aussi un grand financement pour ma carrière. Euh, Après ça, on a la fédération Swiss Badminton qui, bah, comme c'est notre métier, on fait ça professionnellement, nous verse quand même quelque chose, mais ouais, ça prend peut-être en charge de tournois par année et ils nous envoient à 15 tournois, donc Ah oui. c'est C'est pas pas, suffisant. Ouais. voilà. Mais quand même, tu vois, ils nous mettent à disposition tout le cadre d'entraînement gratuitement. Oui. Donc ils mettent quand même aussi de l'argent qu'on touche pas directement, mais qu'on touche indirectement. Ouais. Ensuite, Tes sponsors, j'imagine? ouais, d'abord il y a les clubs Ah oui, en ok. tant que source de financement. Ou ben comme j'ai acquis un bon niveau déjà en Suisse, tu vois, je suis quand même dans les 5 meilleurs de Suisse. Ben après, ben, pour le championnat interclub suisse, ils vont, enfin il y a les clubs qui viennent te payer pour que tu représentes, tu joues pour ce club, puis tu Ouais. ramènes des points, etc. Et, Et là, du coup, en Ligue nationale, là? en Ligue nationale, Ouais. exactement. Je sais un club en France où c'est Ouais. le même principe, qui te paye. Là, je suis en discussion pour jouer en Espagne aussi. Donc, Oh. t'as les clubs qui viennent et qui te. Et là, c'est qui te vraiment payent. eux qui te contactent personnellement? Ouais, exactement. Ok. Exactement. Puis après, c'est toi qui regardes avec ton agenda des tournois, des autres clubs, des entraînements, etc., ce que tu fais. Puis après, en dernière source de revenus, c'est les sponsors. Donc ça, en tant que joueur de badminton, c'est vraiment difficile à trouver. C'est plus les contacts. Donc en gros, s'il y a un ami proche de ma famille qui a beaucoup d'argent, je lui demanderais, enfin il aurait plus tendance à me donner qu'une entreprise un peu random que je connais pas. Ouais, Parce que moi, bien évidemment, je fais du badminton, c'est pas, enfin ils gagnent pas énormément à me sponsoriser, quoi. bien sûr. Et est-ce que tu dois faire des démarches pour aller faire des sponsors? Oui, bah bien sûr, j'ai mon dossier de sponsoring où il y a tout qui est noté, mes résultats, mes entraînements, où je me présente, etc. Mhm. Et puis ben, après, ben, c'est juste réfléchir à la cible en gros. C'est comme si tu faisais du marketing où tu choisis ton segment, ben, Ouais. c'est un peu une réflexion aussi de à qui tu envoies et où tu as plus de chances de réponse positive. Ok, je comprends. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'aspects par lesquels passer pour. Enfin, ouais, il y a quand même pas mal de branches qui financent. Il y a énormément, mais tu vois, avec la quantité que chacun donne, il en faut énormément pour pouvoir en vivre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Il faut ouais. plein de petits trucs à gauche, à droite pour pouvoir vivre de ça. Tu vois. Donc avec tous ces, ouais, comme on a dit, il y a plusieurs étapes qui financent finalement ta carrière de sportif, dont le Suisse Olympique carte bronze. Mais est-ce que ça, c'est par rapport, j'ai pas exactement bien compris. Est-ce que c'est par rapport à un ranking que tu as toi ou Ouais. bien, ok, Là, il y a des critères de sélection, on va dire, qui sont Ouais. très fixes, qui sont notés. Tu vois. ouais, ok, Et, dans ces critères, je crois, enfin, il y a un des critères et le plus grand, c'est d'être dans les 12 meilleurs européens en junior. Donc, dans ta dernière année junior, moi, quand Ouais. j'étais en moins de 19 ans, j'étais dans les 12 meilleurs européens.
championnat d'Europe. J'ai fait 8e de finale, 12 meilleurs européens. Oui. Et une fois que tu as ce critère, après les autres critères, c'est ta fédération qui va juger. Donc moi, c'était mon coach actuel, Saber. Il a regardé mes résultats en junior, champion suisse U15, U17, U19. Il a vu que je jouais en Liga, il a vu que je voulais m'investir pour devenir professionnel aussi, cocher. Et du coup, il a dit, OK, je le recommande à la fondation. Lui, il a tous les critères qui ont été validés. Et après, la fondation m'a fait venir dans leurs locaux. Ils m'ont interviewé, comment ça se passe, tu veux devenir professionnel, parle-moi un peu plus de toi, etc., etc. J'ai dû un peu leur expliquer ce que je faisais, etc. Après, ils ont vu que je sortais pas tous les samedis soirs au MAD ou comme ça, enfin que j'étais professionnel, que j'allais me coucher tôt, Ouais, que t'étais etc. sérieux dans ton travail, quoi. Et ouais, que c'était mon travail maintenant, on va dire. Puis du coup, ils ont dit, OK, lui, on lui décroche un financement. Et puis du coup, c'est comme ça que j'ai reçu les sous. C'est un processus de sélection, on va dire. Très bien. Et pour comprendre maintenant, tu te situes où au niveau européen et au niveau mondial en termes de ranking? Ranking mondial, je suis 269e mondial. Ouais. Européen, je suis dans le top 50, je dirais. Je connais pas mon ranking européen par cœur. Ok. Ouais, je dois être dans les 50 par là, 50-60. Et quand européen. tu as commencé le ranking professionnel, tu étais combienième? Bon, j'étais 1000 et quelques mondial et 500 et quelques européens, quoi. Ok. Et ça, c'est à partir de quand que tu as eu ce ranking-là? Le Le maintenant, ranking professionnel que tu as commencé à 1000. c'est dès que j'ai commencé à faire les tournois adultes. Donc, Ok. Donc il y a un an. ouais, exactement. Donc ta progression, elle est Ouais, là, c'est énorme. rapide, ouais. Enfin, Mais après, tu vois, je passe de quasiment pas de ranking parce que je faisais pas les tournois adultes. À tournoi, j'en fais 12. ouais. Donc, il y a aussi le fait que je me suis investi sur un circuit qui est à prendre en compte. Et du coup, par ce biais-là, quel est ton plus grand objectif sportif? Moi, ce qui me motive tous les jours à l'entraînement, c'est vraiment le fait de me qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est incroyable en tant que sportif de vivre un tel événement et pour moi, c'est un peu, enfin, pour tous les sportifs, c'est un peu un couronnement de leur carrière de pouvoir y participer déjà. Bien sûr. Puis après, selon ton niveau, tu peux aussi après rêver de faire une médaille dans ce genre d'événement. Bien sûr. Et jusqu'à présent, c'est quoi les événements, enfin les performances que tu as eues qui t'ont rendu le plus fier? C'est les championnats d'Europe, j'étais quand même vraiment content de Ouais. finir parmi les 12 en junior. J'ai participé au championnat du monde. Après, j'ai joué contre un Japonais premier tour et c'était assez dur, mais quand même rien que participer au championnat du monde, c'est déjà pas mal. J'étais dans les meilleurs Suisses un peu tout au long de mes années juniors. Enfin, le meilleur, on va dire. Et aussi, là, plus récemment, j'ai fait une 3e place en Ouganda, en Afrique, lors d'un tournoi élite. C'était mon premier podium en élite. Ouais. Donc, je suis assez content aussi de cette performance. Bah ouais, félicitations. Merci. Et quel est on va dire, ton gros objectif intermédiaire avant l'objectif qui est quand même, je pense, JO 2028. Donc avant ça, est-ce que tu as des gros objectifs qui arrivent? Oui, bien évidemment. En gros, j'aimerais déjà quand même faire une médaille au championnat suisse élite. Donc, je sais que en termes de niveau, je suis dans les 5. Du coup, j'aimerais quand même monter et être dans les 3 meilleurs. Je pense que c'est un bon objectif intermédiaire. Ouais. Après, aussi dans les intermédiaires, c'est se qualifier pour les autres gros événements que les Jeux Olympiques, donc les championnats d'Europe et les championnats du monde. C'est aussi des gros objectifs parce que faut avoir un très bon ranking pour se qualifier à ce genre d'événement et ça, c'est ce qui me pousse aussi à m'entraîner dur. Maintenant, pour avoir un aspect un peu plus personnel, comment tes proches ils vivent ton engagement dans le sport d'élite? Mes parents, ils ont été plongés dedans, enfin, ils m'ont soutenu depuis je suis enfant maintenant. Donc pour eux, ils sont toujours à leur manière, ils me soutiennent. C'est-à-dire que, par exemple, hier, je jouais à Strasbourg et ils m'ont conduit là-bas. Ah, trop Et ils bien. sont venus me voir. Ouais. Donc ça, c'est vraiment... c'est comme ça, c'est une sorte de soutien, quoi. Ouais.
Ils sont toujours aux petits soins quand je rentre à la maison après 2-3 semaines de tournoi, etc. Ils sont là pour moi. Puis maintenant que j'ai l'Uni, j'ai plus énormément de temps. Mhm. Du coup, pour des tâches chronophages, ils peuvent m'aider, surtout au niveau de l'administratif. Ouais. Et puis voilà, donc mes parents, ils sont vraiment très présents pour moi. Après, pour tout ce qui est amis, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis qui sont aussi dans le sport professionnel. Mhm. Donc pour eux, on vit la même chose. Donc on se voit tous les mois limite, mais tous les 2-3 mois, mais Ouais. ils vivent la même chose, donc ils comprennent. Il n'y a pas de justification à avoir si on sort vendredi soir, et c'est juste se discuter autour d'un coca et pas faire la fête ou comme ça, tu vois. C'est normal pour eux aussi, donc Bien ça j'ai sûr. beaucoup de chance. Puis après, au niveau de ma copine, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand tu es dans une relation, tu aimes bien te voir souvent, être là l'un pour l'autre, etc. Mhm. Puis là, moi, je suis quasiment jamais là, quoi. Je suis tout le temps à l'étranger. Donc c'est aussi dur d'avoir une vie amoureuse quand on est sportif d'élite. Ouais, donc si je comprends bien, c'est quand même assez compliqué de trouver cet équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Exactement, mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est compliqué, c'est pour les gens qui pratiquent pas le sport à un niveau ou quelque chose vraiment, comme la musique ou comme ça, Mhm. qui demande énormément d'engagement. C'est compliqué de comprendre un peu pourquoi on va se coucher à 22 heures, pourquoi, je sais pas, on fait attention à manger correctement, pourquoi, je sais pas, je suis fatigué, du coup, j'ai pas envie de sortir, ou des choses comme ça, tu vois. Mhm. Les Je gens, rebondis directement. vas-y. Comment tu gères l'alimentation? Comment ça se passe? Est-ce que tu as un plan nutritionnel vraiment strict? Alors, non. Pour moi, l'alimentation, c'est aussi une source de plaisir. Parce Ouais, ok. que t'as beaucoup pas de sacrifices, mais t'as beaucoup de choses douloureuses en tant que sportif, où l'entraînement c'est dur, des fois presque à en vomir, tu vois. Ouais. Du coup, c'est aussi important des fois avoir un peu de réconfort. Moi, je trouve ce réconfort dans l'alimentation. Ouais. Donc, c'est vrai que j'aime bien me faire plaisir, faire 2-3 cheat meals par semaine. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est qu'en compétition, c'est très important de manger correctement. Mhm. Parce que c'est ce que tu donnes à ton corps qui va aussi influencer comment ton corps bouge et se développe pendant un match. Mhm. Et la même chose pour les entraînements, si on a des entraînements très compliqués, ou si c'est vraiment intense, si on sait qu'on aura des grosses courbatures le lendemain, c'est important de bien nourrir nos muscles pour qu'ils puissent récupérer comme il faut. Est-ce que tu as un coach qui te suit sur le plan nutritionnel ou du moins qui t'a peut-être appris des choses? Oui, j'ai été en contact avec plusieurs nutritionnistes Mhm. qui, du coup, je sais quoi manger, etc. Il n'y a personne qui suit fixement ce que je mange. Mhm. Mais tout de même, avec l'équipe suisse, si on veut avoir un plan très strict, on a accès à des nutritionnistes. Et tu manges quoi en général un peu? Alors moi, tous les matins, c'est flocons d'avoine. Ouais. Donc ça, c'est vraiment mon déjeuner. Si je veux me faire un brunch ou un truc comme ça, quand j'ai rien les week-ends, je fais souvent un petit toast avec de l'avocat, œufs, bacon aussi. Mhm. Ce qui est important, c'est d'avoir une source de protéines le matin. C'est vraiment important. Il faut blinder en protéines le repas du matin. Ensuite, à midi et le soir, c'est souvent la même chose parce que je me fais en grande quantité. Ouais. Donc c'est du riz basmati la plupart du temps en accompagnement, riz basmati pas complète. Après, source de protéines, donc viande, ça peut être lentilles aussi si je veux changer, poisson pour les oméga 3, donc, saumon c'est très bon. Puis en termes de vitamines, c'est important d'avoir les légumes, les fruits malheureusement que je n'aime pas, donc je compense avec les légumes. Ouais, Et ok. puis voilà. Mais t'en manges quand même quelques-uns ou pas du tout? J'ai trouvé un peu le cheat code où je fais des smoothies Ah ouais. avec beaucoup de fruits rouges. C'est souvent mes encas, en gros, mes collations, où tu mets fruits rouges, lait, prot, tu mixes tout ça. Ça donne un truc plutôt correct. Que j'arrive à boire. Exactement. Ok, trop bien. Et est-ce que tu as un mentor dans ce sport ou peut-être dans un autre sport qui te motive ou qui t'inspire? Alors, bien évidemment, Roger Federer.
Lui, il est vraiment, c'est la classe incarnée. Mhm. Et rien que pour son aspect mental, il était tellement fort mentalement. Tu voyais vraiment qu'il était dans son match, dans sa bulle. Il n'y a rien qui pouvait le perturber. Il avait toujours son masque. C'est incroyable de le voir jouer. Ouais. Mais à une échelle plus personnelle, on va dire, de plus en plus, mon coach a pour moi un rôle de mentor. Parce que il est tout le temps présent pour nous, les joueurs. Mhm. Il faut savoir qu'on est peut-être une quinzaine. Et ce type, il a eu un enfant et le lendemain, il était à l'entraînement, quoi. Oh waouh. Ah ouais, c'est Donc, quelqu'un qui se c'est- dédie à ça, quoi. il se dédie, c'est sa vie et il Ouais. fait un travail exceptionnel pour nous. Ouais. Et il se plaint jamais, il est toujours de bonne humeur, etc. Et du coup, pour terminer, j'ai une question un petit peu plus, on va dire, anecdotique, mais est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ton toi de 10 ans? Ouais, je pense que à mon moi de 10 ans, qui est au début de tout ce qu'il va vivre après, Mhm. je pense que c'est important qu'il sache que c'est possible et qu'il ne faut pas abandonner. Et l'important, c'est vraiment d'y croire, sincèrement. À fond. Bah, merci Ouais. beaucoup. Ouais, avec Merci plaisir. pour cet épisode. Et puis, comme tu sais, pour terminer l'épisode, on fait un check. Alors, je te propose qu'on le fasse. Ouais, Merci. avec Et plaisir. à vous qui nous avez écoutés, n'hésitez pas à commenter, liker, dire ce que vous en avez pensé et partager. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain épisode.